À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, assainir le paysage politique béninois. Un vieux rêve longtemps ressassé et mis au goût du jour à l'aune de la 7e législature. La complicité législateur et chef de l'exécutif était pour plus d'un un facteur rassurant sur ce point pour qu'enfin on cesse de parler de clubs électoraux et de partis politiques de quartier au Bénin. Le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral était alors devenu inévitable. Jusqu'au bout, tout un peuple, mesdames, messieurs, y a cru. À l'arrivée, un paysage politique des plus clairsemés. Une dizaine de formations politiques enregistrées au niveau du ministère de l'Intérieur en lieu et place de la centaine notoirement connue avant les réformes. Mais tous ne seront pas éligibles au certificat de conformité qui leur donne la légitimité requise. Un tamis auquel s'ajoutera celui de la SINA. Finalement, seules 2 formations politiques, toutes proches du chef de l'État, auront été en lice pour les exceptionnelles législatives du 28 avril. On les a toujours en mémoire, dont les séquelles demeurent tangibles. Charte des partis politiques et code électoral, nouvelle version. Quelle contribution au renforcement des acquis démocratiques? Le débat, c'est tout de suite, c'est maintenant. Loin de la polémique des acteurs politiques, recevons pour vous un panafricaniste, ancien acteur du monde syndical et un journaliste politique. Ce sera 2 regards croisés pour un décryptage approfondi de ces textes de loi qui continuent de faire couler assez d'encre et de salive. Sur ce plateau, en notre compagnie, Dieudonné Lokosso, panafricaniste, et il fut secrétaire général de la CSA Bénin. L'homme n'est plus à présenter. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Et merci d'être à nos côtés. C'est un plaisir partagé. En face de lui, Joël Tchobé. Ce sera la continuité du débat d'hier. Sociologue et la journaliste politique. Joël Tchobé, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être à nos côtés. C'est un plaisir donc de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est aussi partagé. Nouvelle équipe parlementaire à l'Assemblée nationale du Bénin. Les nouveaux élus, 83, tous des députés acquis à la cause du régime. Pas de président possible venant du rang de l'opposition, de vice-président ni de questeur. Cela va de soi. Une résultante parmi tant d'autres de la charte des partis politiques et du code électoral, nouvelle version. Pour d'aucuns, les députés, ceux de la 7e législature, bien entendu, n'ont pas pu voter utile en termes de nouvelles dispositions. Joël Tchobé, là, on est aujourd'hui et à l'heure du bilan pour se projeter dans l'avenir. Vous observez tout ceci avec beaucoup de fierté ou un peu un pincement au cœur? Je pense que il faut pouvoir être honnête lorsque on est citoyen d'un pays et qu'on est appelé à se prononcer sur tout sujet qui touche au vivre ensemble, tout sujet qui touche à l'intérêt général. Puisque nous parlons de quoi? Nous parlons du Parlement. Et la conception que nous devons nous faire du Parlement, puisque c'est de ce laboratoire qu'est sorti, et non seulement la charte des partis politiques, mais également le code électoral. Le Parlement, on doit pouvoir concevoir le Parlement comme étant une institution stratégique dans une démocratie. Le Parlement, c'est le point de liaison entre le peuple qui détient le pouvoir souverain et le pouvoir qui est géré dans l'espace institutionnel. Le Parlement, c'est le miroir dans lequel devraient pouvoir se retrouver toutes les composantes de la société. Et le Parlement, enfin, pour moi, c'est le cœur même de la démocratie. Et donc, quand ça voltige au Parlement, quand ça bouillonne au Parlement, quand ça ne va pas au Parlement, quand il y a une rupture entre le législateur et le peuple souverain, pour moi, il y a mal donne. Et tout au long de cette législature, notamment sur le vote de ces 2 textes de loi, la charte des partis politiques et le code électoral, j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, il y a eu la rupture entre le peuple souverain et les parlementaires qui détenaient, il faut encore le rappeler, un pouvoir dérivé. Cela voudrait dire simplement que quoi? Si ces lois ont été votées dans un contexte de rupture, de dialogue, alors que les voix se sont levées, les OSC se sont levés, les syndicalistes se sont levés, les enseignants d'université se sont levés, bref, toutes les couches de la société se sont levées comme un seul homme à l'occasion des séminaires parlementaires qui ont été organisés
pour demander que certaines dispositions chrysogènes ne pouvaient pas être consignées dans ce code électoral ni dans la charte des partis politiques, et que malgré tout ça, malgré donc la fronde sociale, les députés ont voté ces 2 textes de loi. Je pense que le pont de liaison dont je parlais a été brisé. Et c'est justement cela qui alimente aujourd'hui la crise de confiance et, pour moi, a fait qu'au bout du rouleau, les Béninois, dans une large mesure, ont privé ce Parlement, ces députés qui se sont représentés de légitimité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire que ce Parlement, en cours d'installation, n'aura pas eu la caution du grand nombre, taux d'abstention jamais enregistré depuis la conférence de 90, à plus de 70% d'abstention. Donc on parle de 90, mais officiellement, au regard des tests et du rapport rendu par la Cour constitutionnelle en termes de résultats, on est à une participation de 27%. Oui, Dieudonné Lokossou, le Parlement, la 7e, aura-t-il raté le coche en termes de tests viables pour la démocratie? Bon, je vous remercie. Mais avant... Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Avant de répondre à votre question ou à cette préoccupation, je voudrais vraiment louer le courage d'un de vos confrères, Vincent Folly, patron de la Nouvelle Tribune, un journal de combat qui a disparu des kiosques depuis 2 ans, si mes souvenirs sont exacts. Donc, c'est ici que j'ai appris l'information, parce que je n'ai pas pu voir Folly hier. Et donc, je pense que le juge qui a eu le courage, malgré les pressions, de rendre cette décision, il est à féliciter. C'est pour dire que ce que nous pensons de nos juges, parfois, ce n'est pas juste. Il y a toujours du bon grain parmi les juges et son courage doit servir d'exemple pour que les citoyens ne soient pas brimés. La HAC n'a pas pour vocation d'interdire. La HAC est là pour réguler. Donc, c'était un abus du pouvoir, un abus d'autorité. Je crois que ça a été rétabli. Et plus jamais ça. On l'espère, oui. Une parenthèse, je m'engouffre là-dedans avec votre permission. Oui, c'est le juge Toumatou qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce dossier. Et dans les tout prochains jours, au regard de cette décision, en principe, la Nouvelle Tribune doit effectuer son retour dans les kiosques. Et ce serait que pour le bonheur de la presse béninoise, c'était une absence de trop pour une presse qui désespérément recherchait ses marques, n'est-ce pas, Joël Toubé, avant de me retourner vers Dieudonné Lokossou. Absolument. Et je voudrais rappeler très rapidement que le constituant primaire de 90 lisait un peu déjà les articles 8 qui consacrent donc le droit à l'information du peuple, pas l'information falsifiée, pas une vérité truquée. La vraie information. La vraie information. Et l'article 24 également qui prescrit que il y a le peuple a droit à l'information, que la liberté de presse est garantie. Et puis, l'article 142 de notre Constitution, en tout cas, celle encore en vigueur jusqu'à présent, qui confie 2 missions à la HAC. Une mission de régulation, donc des médias, et une mission de protection de la liberté des médias. C'est les 2 missions. Dès que la HAC sort donc de ce pan, je pense qu'il y a malaise. Et visiblement, ces derniers jours, ces dernières années, la HAC, pour moi, est en crise par rapport à ces missions, à ces 2 missions qu'on lui a assignées. Et en suspendant la Nouvelle Tribune depuis bientôt 2 ans, plus d'1 an pour être plus précis, je pense que ça a été un coup dur pour la démocratie béninoise, pour la liberté de la presse. Et vous avez vu les classements de Reporters sans frontières. Nous sommes aujourd'hui à la 96e place. Ça pose un problème et il est temps que les nouveaux conseillers, puisque cette mandature va donc déposer le tablier dans quelques semaines, la nouvelle mandature de la HAC doit pouvoir reprendre le train en marche et savoir que même si les politiques, le Parlement et le chef de l'État ou bien le gouvernement désignent et que nous-mêmes nous élisons les professionnels des médias, ils doivent savoir qu'ils doivent rapidement
s'affranchir de l'influence des politiques et rester collé à la lettre et à l'esprit des missions confiées à la RAC. Que chacun reste dans son couloir et que chaque pouvoir reste fermement. Pouvoir et ceci dépend de tous. Les politiques ont un rôle de premier plan à jouer, mais d'abord les professionnels des médias qui doivent prendre conscience de ce qu'ils ont en main, un pouvoir, et les essayer convenablement, mais surtout dignement. Merci pour la petite parenthèse qui nous permet de faire un clin d'œil à nos confrères. J'invite Folie à ne pas changer de ligne éditoriale. Ça pourrait arriver. Parce que... Oui, Dieudonné Lokossou, le secrétaire général ancien, il parle de choses qu'il sait. Alors, par rapport à ma question, les députés de la 7e législature auraient-ils vraiment manqué le coach, comme le disent certains? Non, moi je crois que c'est une grande déception. Une grande déception par rapport à leur mission. Ils ont loupé la mission, même si ils disent chaque fois qu'ils ont voté. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées, il y a ci, il y a ça. Mais ils n'avaient pas que la vocation de voter des lois. Donc, eux-mêmes, aujourd'hui, là où ces lois-là, ces lois votées, notamment la charte des partis politiques, le code électoral, là où ça nous a conduit, ils ont vu. Donc, chacun doit faire son examen de conscience. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un politique. Je ne cherche rien auprès de personne. Donc, je ne peux que dire ma vérité. Parlant de votre vérité, Dieudonné Lokossou, est-ce que ça fait juste de dire que c'est du fait de ces tests de loi qu'aujourd'hui, on assiste à une exclusion de l'opposition, de la carte politique béninoise? C'est une évidence. Si d'abord je me réfère à notre conférence nationale souveraine historique, on avait décrété le multipartisme intégral. Et puis, d'accord, c'est vous qui me le dites, et je le sais moi-même, les clubs électoraux, des partis de famille, de quartier, on vivait avec. Et puis, il y a des partis qui sont déjà morts, qu'on a réveillés, qu'on a classés, des cadavres politiques. Donc, si quelqu'un, les tests sont clairs, mais si quelqu'un ne va pas au vote, ne participe pas au vote pendant un certain nombre d'années, ce parti-là est éliminé. Mais on n'applique pas les tests. Mais dire qu'il faut faire les réformes du parti, mais on a comme l'impression qu'on ne visait que des intérêts particuliers. Mettre en place deux larrons et puis nommer parti républicain et Union progressiste pour nous présenter en fin de compte une assemblée monocolore. Mais on ne fait pas la démocratie à sens unique. On ne fait pas la démocratie à sens unique. Et ça, le chef de l'État aussi l'a dit, il souffrirait de se rendre compte que les acteurs de l'opposition ne pourront pas compétir. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et Joël Tchobé, les formations de l'opposition n'ont pu compétir. Aujourd'hui, on a une Assemblée nationale monocolore, malheureusement. Mais l'idée du départ, c'était de pouvoir retrouver tout le monde à l'Assemblée nationale. Sur ce point, peut-on dire que la 7e législature aura vraiment fauté? Je pense que quand vous lisez, même encore une fois, vous savez, la Constitution, c'est un outil référentiel juridique qui édite les règles qui doivent nous gouverner tous en société. Et c'est de cette Constitution qu'a issue, je vais dire, que devrait donc sortir et la charte des partis politiques et le code électoral. Mais je trouve qu'il y a une ambivalence, une confusion, à mon avis, entre la lecture de ces deux textes de loi votés au Parlement et la loi fondamentale de notre pays, le Bénin. Alors, je pense que finalement, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a une fumée, il ne faut pas s'attaquer à la fumée qui est plutôt l'effet, mais il faut chercher à aller maîtriser le foyer qui produit cette fumée-là, donc la cause. Et aujourd'hui, la cause de l'exclusion
des partis politiques, notamment de l'opposition, ou des partis politiques notamment qui ne sont pas proches du pouvoir. La cause réside dans la ligne et la lettre même du code électoral. C'est de ça qu'il s'agit et de la charte des partis politiques. Alors, je vais dire que les dispositions qui ont créé problème dans ces deux textes de loi, je l'ai rappelé hier sur ce plateau, que la charte a produit plus de barrières administratives plutôt que par le passé. Et on pouvait peut-être soupçonner même ceux qui étaient appelés dans l'administration publique. Et je vais le rappeler, l'administration publique, c'est le bras technique et opérationnel qui est soumis à l'autorité donc de l'exécutif. Alors, ceux qui étaient appelés à rentrer dans les mécanismes d'application de la charte des partis politiques, notamment avec le ministère de l'Intérieur, qui a accusé réception des dossiers des partis politiques qui voulaient quand même aller aux élections. Alors, vous avez vu tout le temps que ça a pris. Avant qu'on puisse venir nous dire, le ministère de l'Intérieur est sorti pour dire, si on devait faire les choses normalement, et ça c'est le ministre Sakalafia qui l'a dit lui-même, qu'aucun parti politique, à l'heure où il faisait donc la conférence, n'était donc éligible pour participer aux élections. Et on en était là, ça suppose quoi? Théoriquement, ça voudrait dire que, et même les deux partis du chef de l'État, l'Union progressiste et le Bloc républicain, se trouvaient dans les mêmes conditions que les autres partis de l'opposition avec donc des fautes, même si plus tard, on va nous inventer les fautes mineures, les fautes majeures ou bien les fautes légères. Alors, on en était là quand, quelques jours seulement après, le même ministère qui a dit, si on devait suivre la règle normale, aucun parti ne devrait être à jour. On trouve la manière et on délivre donc les récépissés à deux partis politiques qui sont tous donc proches du chef de l'État. Et c'est là qu'est né ce sentiment de frustration et un acte de discrimination politique dans le traitement qui devait être équitable vis-à-vis donc de toutes les formations politiques. Il faut préciser qu'au départ, il n'était pas que deux. Il y avait eu plus que deux et un pu obtenir le récépissé. C'est graduellement le tamis au niveau de la Sénat qui est intervenu. Oui. Mais quand on prend le fameux papier dont vous parlez, administrativement, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un peu de retenue à avoir lorsqu'on analyse ces faits-là? Je vais vous dire, nous sommes en politique et puis c'est un rapport de force et tous les coups sont permis. Et on me dira aussi que les partis de l'opposition se sont laissés emporter par le sommeil, qu'ils ont passé tout le temps à se chamailler au lieu d'aller se fondre pour créer un autre parti, un nouveau parti devant donc la réunion. Mais tout ceci, pour moi, il y a encore un flou autour. Moi, je préfère prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Parce que, vous avez vu, quand finalement le ministère de l'Intérieur a fini par dire tel parti a son récépissé, tel autre parti a son certificat de mise en conformité, vous avez vu que les mêmes personnes qu'on a déclarées donc étant donc des anges, vous m'excusez donc le terme, les mêmes personnes dont on a parlé, mais dans les coulisses, quand vous discutez avec eux, mais il y a des problèmes dans les dossiers. Il y a des problèmes dans les dossiers. Les actes de délivrance, quand vous voyez les dates de référencement, il y a des problèmes dans les dates de référencement. On a vu par exemple sur le certificat de mise en conformité du parti PRD. Vous regardez, on reviendra peut-être en détail sur certains aspects. Oui, Dieu donné Locoso, puisqu'il a commencé par là, parlant de recadrage ou de barrières qu'il y a eu. Il évoque le cas de récépissés que certains ont pu obtenir, d'autres non. Le certificat de conformité, alors ce précieux sésame qui a manqué à plus d'un à l'arrivée, est-ce qu'on peut dire que c'est sciemment inventé? Moi, je crois que... On est là, oui, à la première expérimentation de deux outils essentiels. Oui. Alors, lorsqu'on parle, est-ce qu'il ne faut pas intégrer des erreurs inhérentes au travail de l'homme, simplement? Non, je reviens un peu en arrière, parce que pour qu'on en arrive là, oui, les députés, certains de la mouvance, disent que tout le monde, tous les députés ont voté sauf un. À supposer qu'il en soit ainsi, mais on sait comment on vote, on sait comment ils sont motivés pour le vote. Il y a eu des dénonciations en leur sein. Bon, on ne revient plus sur ça. Maintenant, mais par rapport au récépissé, il y a eu
une discrimination. Pas quelle alchimie uniquement les deux groupes ou les deux partis du chef de l'État soient déclarés à jour. Il y a des problèmes sous-jacents que nous ne maîtrisons pas. Mais ce n'est pas la démocratie. Lorsque nous avons fait notre conférence nationale, ça a été imité un peu partout. Mais lorsque j'écoute sur un plateau un député qui dit « dans quelques années, on va nous imiter, on va nous copier », mais je dis « on ne fait jamais une démocratie, un parlement sans une opposition ». Ils sont des frères siamois. La recette n'est pas prenable? Non, ce n'est pas du tout bon. Et le certificat de conformité, mais ça c'est une émission grave. À quel niveau? Mais la Cour constitutionnelle a son rôle. La Cour n'a pas imposé un document inventé de toutes pièces pour barrer la route aux opposants. Et on connaît la proximité du président de cette Cour-là avec le chef de l'État. Dieudonné Lokosso, on a entendu les acteurs politiques tenir ces propos un peu plus tôt. Vous avez promis, dit toute votre vérité. Oui. Vous pensez que ces propos restent d'actualité? Mais aujourd'hui, nous avons un Parlement monocolore sans opposition. Donc, on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est un problème d'ordre politique important qui est posé. Mais vous avez vu que certains de la société civile, notamment Social Watch, a refusé d'aller superviser les élections, où nous avons enregistré pour la première fois un fort taux d'abstention, un taux record d'abstention. Ce n'est plus une fierté. Et on nous regarde avec un œil, je ne sais quoi, dangereux. C'est dangereux pour la démocratie. Et si certains intellectuels de l'Afrique et du monde entier ont eu le courage d'adresser une pétition au chef de l'État, ça veut dire que les citoyens qui sont exclus, qui sont plus nombreux, majoritaires, mais la raison est de leur côté. On peut vouloir tricher, mais savoir tricher. Pourquoi? Est-ce que c'est une compétition, ça? On ne peut pas appeler ça compétition. Donc, moi, je pense que la Cour constitutionnelle a une responsabilité morale dans ce qui est arrivé, dans tout ce qui est arrivé avant et après les élections. 8e législature en pleine installation, l'heure est au bilan. Mesdames, Messieurs, peut-on se réjouir de là où on est aujourd'hui? Le Bénin, en termes d'acquis démocratiques, le Bénin continue-t-il de faire des pas certains? C'est entre autres préoccupations qui nous réunissent ce jour-ci. Joël Tourbé, Dieudonné Lokosso s'offusque de ce que ces pièces soient parmi les pièces qui comptent désormais. Il va falloir au plus tôt revoir les pendules et les mettre à l'heure. Absolument. Et pour ne pas consacrer l'effondrement du symbole démocratique au Bénin, il est important et urgent et pressant même, j'allais dire, de ranger rapidement au placard ces velléités de discrimination, ces velléités qui compromettent même le sens du pluralisme politique. Actuellement, le doyen, il parle d'assemblée monocolore, il n'a pas tort. Parce que c'est pas parce que vous avez dans une élection deux formations politiques. Et là, j'ai entendu de hauts juristes, je me garde de citer le nom, proches donc du pouvoir, qui ont estimé que déjà comme ces deux partis politiques qui sont partis donc à ces élections, il y a du pluralisme politique. C'est très faux. C'est absolument très faux. Le pluralisme politique se mesure à l'aune des courants politiques et des idéologies et des sensibilités. Il y a d'idéologies, ont-ils dit, vous les avez suivis. Non, quand on me dit que quand on me dit que les progressistes sont un parti de la gauche et que les républicains sont dans le libéralisme et tout ce que vous savez, je vais vous amener à observer quelque chose avec moi. Alors, un parti de la gauche, Union progressiste, cela suppose que c'est le socialisme. Cela suppose que ce parti existe d'abord pour les pauvres, pour les plus fragiles, pour les personnes qui sont opprimées, qui sont
écrasés comme des vermines. Donc, au cœur de la politique des socialistes, par exemple, c'est tout ce qu'il y a comme d'humain. Alors, comment pouvez-vous expliquer que dans le contexte béninois, tout le monde le sait, et que nous avons une politique plus ou moins ultra-libérale dans la République, que des personnes qui se réclament être donc un parti de la gauche, donc les progressistes, puissent apporter caution à une politique ultra-libérale. À quelques exceptions près, je pourrais accepter que les républicains puissent accompagner cela. Donc, c'est pour vous dire que les affaires d'idéologie en termes de politique au Bénin, c'est encore à revoir. Donc, ne nous laissons pas emporter rapidement dans les flots donc, des passions, d'explications et tout cela. Mais pour en revenir à ce qui m'intéresse, je voudrais dire que le quitus fiscal, qui a été une pièce maîtresse introduite dans le jeu politique au Bénin... Donc, l'on qualifie de barrière administrative. Est-ce qu'elle en est vraiment une allez-y? Oui, je pense qu'au départ, on doit pouvoir encourager le fait que les citoyens qui aspirent à diriger le pays puissent déjà montrer leur vertu avec le fisc au départ. Il faut le reconnaître. Maintenant, dans la mise en application, pendant qu'on a demandé aux prétendants à la fonction parlementaire de venir payer, les partis, les acteurs se sont empressés pour payer ces dettes-là, pour essayer donc de s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis donc de la fiscalité. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Pendant que les gens ont payé, on a tourné en dérision pendant plusieurs jours. Les acteurs même qui sont acquittés de leurs impôts. J'ai entendu un acteur politique, notamment de l'opposition, dire qu'on est venu même lui dire qu'on devait imposer la cour de sa maison, c'est-à-dire qu'il a une maison, mais la cour qui jouxte donc la maison, on a imposé sa maison. Donc quand on a tout ça, et que dans le même temps, la quasi-totalité des hommes politiques qui étaient partants sur la liste donc, du pouvoir avaient eu accès à ce quitus fiscal à temps. Il faut le rappeler, il y a des problèmes, des questions à se poser. Et au-delà, on a délivré donc ce quitus fiscal quand même à des opposants, notamment après la clôture, le 26, où la Sénat a mis fin à la réception donc, des dossiers. Quand vous avez ça, vous déposez 2 semaines, on a vu même des gens on a signé les quitus fiscaux 2 semaines avant, c'est-à-dire, et puis 2 semaines avant le 26, on a signé, mais on a remis ce quitus fiscal à l'intéressé bien après donc le 26. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser ce quitus fiscal-là? Ce sont des questions qui s'imposent. Et puis parlant du certificat de mise en conformité qui ne figure nulle part dans le code électoral ni dans la charte des partis politiques. Là, je pense qu'il y a un problème de droit et le débat devra pouvoir s'ouvrir. Est-ce qu'il revenait à la Cour d'inventer une pièce qui n'existait nulle part dans les textes votés au Parlement pour finalement barrer la voie à une frange de personnes voulant aller à la compétition? C'est une question qui se pose. La Cour a sa mission. Si on vote des lois au Parlement, la Cour assure le contrôle de constitutionnalité. C'est clair et net. Alors, si la pièce n'existe pas et que la Cour estimait, pour ma part, que cette pièce devrait figurer dans la loi, la Cour n'avait qu'un seul choix. Demander aux parlementaires, avant de promulguer, avant de déclarer conforme à la Constitution cette loi, la Cour devrait demander aux législateurs de revoir la copie et d'introduire ce qui n'a pas été fait, pièce-là dans la loi. Aspect que Dieudonné Lokosso, vous avez évoqué un peu plus tôt, la question du quitus fiscal perçu comme barrière, quand on suit votre vis-à-vis, à croire non, que en l'état, la pièce ne pose pas trop de problème. Unanimité est faite. Bon citoyen, oui. On doit s'acquitter de ses obligations vis-à-vis du fisc. Mais c'est plutôt l'applicabilité. Là, la faute n'est plus directement aux députés. Non, il ne faut pas analyser le problème, il ne faut pas voir le problème sous cet angle. Ah bon? Je crois qu'il y a eu des gens qui ont été bernés. Moi, j'ai quelqu'un proche de la mouvance à qui on a fait croire que son dossier doit être retenu, il doit être positionné, et il a payé. Il s'est saigné, s'est plié à 4 pour réunir les fonds et payer le quitus fiscal. Mais pas des manœuvres dilatoires. Le ministre même qui est candidat, est-ce que c'est à lui qu'on doit confier
ce rôle-là. Et pourquoi on a exprès retardé certaines choses. Donc, pour moi, c'est des actes prémédités. Maintenant, mais quand vous les écoutez, ils disent, après avoir réussi leur jeu, leur coup, ils disent, bon, les gens n'ont qu'à se préparer pour les élections futures. On a 2020 et on a 2021. Mais si avant ça, le chef de l'État qui a introduit 2 fois l'idée de changer, de réviser la Cour et la Constitution, et a échoué lamentablement, mais il avait la possibilité de faire un référendum. Mais il a refusé, parce qu'il savait que son impopularité était telle que s'il allait, on allait rejeter. Moi, j'ai des gens qui sont élus, au cours de leur campagne, ils ont eu des difficultés. Les gens, la population disait, où est l'opposition? Où est l'opposition? Donc, on ne peut pas faire une démocratie de cette façon-là et s'en réjouir. Moi, si j'étais à leur place, mais il n'y a pas une fierté à tirer de ces élections-là. Donc, comme le disent certains, c'est un match amical. Et par rapport au dispositif mis en place... Non, ça aussi, c'est discriminatoire. C'est discriminatoire. Parce que ça n'a pas été... Les gens n'ont pas eu le même traitement. Quand on prend dossier par dossier, mais qu'est-ce qu'on reproche si tant aux autres? Et c'est la grande majorité. La preuve, la population, la grande majorité, a boudé les urnes. Et ça, c'est une honte. Ce qu'on n'a pas cherché, on n'a pas cherché le consensus à l'interne et on envoie maintenant les ministres se balader, gaspiller nos sous. Vous donner le coup par rapport aux faits. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça aussi sous le coup des aléas liés à l'expérimentation d'un outil qui vient d'être juste opérationnel? Non, on ne peut pas, on ne s'amuse pas avec la démocratie. On ne peut pas, soit on s'engage et on fait. Nous avons fait la conférence nationale ici, presque en 10 jours. Des gens ont mis un an, 8 mois, 6 mois pour faire ça. Donc, moi, je crois que tout est dans la volonté des dirigeants. Mais on ne peut pas... volonté politique on ne peut pas me dire que du jour au lendemain, on est devenu progressiste. Lui, il a parlé du socialisme, mais il a oublié aussi que les communistes sont de la gauche. Mais comment on peut regrouper des gens un jour et on a dit, bon, ils sont progressistes. Mais être progressiste, ça, ce n'est pas une improvisation. On ne s'improvise pas progressiste. Ils sont progressistes par rapport à quoi? Ils sont progressistes par rapport à... Autant de questionnements, mesdames, messieurs, ce débat, juste pour apporter un peu plus à ce qu'on pourrait ajouter pour donner un test plus ou moins consensuel, parce que c'est désormais le mot qui aurait manqué et dont tous rêvent pour que le Bénin puisse retrouver son allant de laboratoire de la démocratie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Joël Tourbé, si les députés étaient attendus à un carrefour avec ces tests de loi, c'est aussi bouter dehors l'agent roi en politique. Le chef de l'État, hier alors candidat, c'était offusqué de constater la forte propension de l'agent politique. Mais avec les nouveaux tests, beaucoup de Béninois se désolent de constater que l'agent a encore toute sa place en politique. On fait comment désormais? Vous savez, récemment, j'ai fait publier une tribune sociologique que j'ai nommée Bénin, ce îlot de démocratie sous l'emprise de faits pathologiques. Ne relayez pas plusieurs journaux d'ailleurs. Voilà. Je pense que, encore une fois, c'est l'une des pathologies dont vous parlez. L'agent, la forte influence de l'agent, le pouvoir de l'agent dans l'espace politique est devenu la gangrène, le virus qui inhibe finalement nos actions de développement dans le pays et qui consacre, qui fait le lit au nomadisme politique, à la prostitution politique. Vous pouvez retrouver un député sous une tunique rouge aujourd'hui qui va se retrouver après sur une autre tunique noire. Et donc,
on a voulu, moi je pense que le chef de l'État qui a bénéficié donc du soutien de plus de 62 députés au Parlement, le chef de l'État au départ avait posé un bon diagnostic. Le diagnostic de ce qu'il faut bannir l'argent dans le jeu politique. Mais sauf qu'à l'arrivée avec notamment le code électoral qui consacre des cautions faramineuses. Vous voyez aujourd'hui pour aller aux législatives, les formations politiques ont dû débourser 249 millions de francs CFA pour un pays où jusqu'en 2015, nous avions encore 40% de Béninois qui vivent sous le seuil de la pauvreté, moins d'$1 par jour. Où nous avons un pays où le taux de pénétration en matière d'offres sanitaires est encore à revoir. Ou dans un pays où la couverture en termes d'éducation n'est pas forcément les plus enviables. Dans un pays où les femmes des marchés, les femmes qui se réveillent tôt le matin pour survivre, continuent donc de souffler le chaud, le froid. Dans un pays où finalement le SMIC est à 40 000 francs CFA. Voilà donc l'image du Bénin. Voilà donc le pouvoir d'achat du Béninois. Et dans ce contexte, on élève la caution pour les politiques à 249 millions de francs CFA et 250 millions pour la présidentielle. Cela suppose simplement que quoi? Nous sommes en train de migrer tout doucement d'une pathologie de floraison de partis politiques qu'on a voulu régler, qu'on a voulu recadrer, vers une pathologie de l'argent roi en politique. Finalement, lorsque vous, Joël Yetonji, vous avez des idées pour votre pays, vous avez des choses à réaliser pour votre pays, faute de moyens, faute donc d'argent, vous serez obligé de vous taire et laisser, vous m'excusez, les cancres et les cancrenards continuer pas à diriger le pays juste parce que ils ont donc l'argent. Partagé par beaucoup de gens. Oui, Dieudonné Lokossou, comment en est-on arrivé là? Le chef de l'État aurait-il été berné par ceux qui l'ont entouré, lui qui s'est offusqué de voir tout le mal que l'argent a pu faire pour ce pays et qui a déclenché une guerre sans merci contre l'argent à tout va, dans tous les secteurs. S'il a pu faire ce diagnostic pour dire que l'argent fait mal à la politique, il faut chercher ceux qui combinent avec les politiques. Qu'est-ce qui finançait les gens? Le chef de l'État, il a eu l'honnêteté de reconnaître que à un moment donné, il donnait. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons en face d'une caution volcanique, pour ne pas dire astronomique. Donc, l'argent est devenu, alors, c'est l'argent qu'on respecte, c'est devenu roi. Et face à ça, vous aurez une assemblée de bourgeois. Donc, il n'y a pas de progressistes. Mais on ne peut pas être progressiste et soutenir, comme l'a dit mon vis-à-vis, une politique ultra-libérale, où c'est les riches qui écrasent les pauvres, et on tient chaque fois des discours pour amadouer les gens, pour dire, bon, il faut serrer les ceintures, bon, ça va, le repas sera prêt. Depuis là, les ceintures ont commencé par... Les gens ont tellement serré les ceintures qu'ils ont commencé par maigrir. Donc, moi, je crois que si on doit revoir tout ça, parce que on doit revoir tout ça. Il faut tout revoir, oui, parce qu'au nom de ces tests de loi, les Béninois qui n'ont jamais souhaité voir les leurs passer de via tripa dans des situations plus que déplorables, élections, occasions de fêtes de tout temps, ont vécu des journées sanglantes. Joël Toubé, qui pour redresser là-bas les députés de la 8e mandature, dit-on, est-ce tenable le rêve? Je voudrais être pessimiste, si vous me permettez, parce que nous avons aujourd'hui une seule formation, je vais le dire comme ça, au Parlement. Alors, si divisé par deux. Alors, si vous me demandez de répondre à cette question, je vous dirai simplement que, alors, est-ce que le Parlement actuel est reconnu comme un Parlement qui parle au nom du peuple béninois? C'est la question qui se pose. Moi, le seul défi majeur
qui se pose actuellement, qui s'impose à ce Parlement, c'est la quête de la légitimité. Une quête qui serait même impossible. Impossible parce que déjà, le scrutin a été boudé par plus de 70% des Béninois. Cela suppose que c'est un peu plus de 25% de Béninois qui ont donné caution à ce Parlement. Encore que parmi les 25%, plus de 25%, il y a eu des bulletins nuls. Donc, on doit pouvoir décrypter ce message. Et ce que vous faites aujourd'hui sera versé à ces députés qui pourront certainement en tirer des leçons. Ne les voyez-vous pas prendre le bon bout pour pouvoir corriger tout ceci? Le Parlement béninois, actuellement, assis sur la légalité 7, il revient à ces députés qui siègent actuellement de travailler. De travailler, à défaut, on me dira que je suis peut-être alarmiste. Si ce Parlement n'est pas dissous par la force des choses dans les jours à venir, dans les mois à venir, ce Parlement devra absolument travailler à acquérir la légitimité et peut-être à l'intérieur. Il se peut, politiquement parlant, que des députés, chemin faisant, se rendent compte que ce qui s'était passé, c'est un coup de force, c'est une fraude à la démocratie et revenir sur les rails. Parce que ce qui se passe actuellement, ce Parlement devient désormais le symbole de la crise politique au Bénin. Et quand vous interrogez l'histoire des crises, la migration, la mutation des crises, c'est facilement opérable. Nous sommes en train de parler de quoi actuellement? Il y a des problèmes politiques, mais si on y prend garde, si on n'y prend pas garde actuellement, la crise politique va simplement se muer en une crise économique et en une crise sociale. Et c'est ce qui s'est passé dans les rues de Cotonou, dernièrement, les 1er et 2 mai derniers. Dieudonné Lokosso, qui, pour aider le Bénin à remonter la barque et sortir la tête de l'eau, on voit la 8e mandature. Quelle marge de manœuvre pour ces députés? Non, moi, je pense qu'ils seront limités dans leur... Malgré... Ce n'est pas les déclarations rassurantes sur les plateaux de télévision. C'est pas ça qui règle le problème. Il y a un recul, un grand recul démocratique. À supposer que le président qui est là soit élu avec 27% de pourcentage, qui va le respecter? Est-ce qu'il va accepter prendre même fonction? Donc, moi, je crois que ils ont perdu la confiance du peuple. Alors, est-ce qu'il ne peut pas... moi, je ne sais pas quel mécanisme, pas quelle alchimie ils vont vendre de nouveau la démocratie. Corriger peut-être ce que vous avez appelé, ce que vous avez qualifié de raté au cours de cette émission. Le Parlement ne peut-il pas le corriger? D'abord, oui. La liberté d'expression, les libertés démocratiques, les libertés au plan syndical sont mises à mal. Et lorsque les gens marchent, j'entends dire sur les plateaux, mais pourquoi tel opposant n'a pas amené son fils? Pourquoi il n'amène pas? Enfin, nous, on a marché, on a tiré sur nous, non? On a vu un enfant du président Talon. Quels sont les opposants ou les progressistes? Est-ce qu'on a vu leurs enfants? Mais ce qui se passe au Sénégal, je dis au Sénégal plutôt, au Soudan, un peu partout, et en Algérie, ce n'est pas des responsables. Mais les syndicalistes, c'est leur rôle. Les associations de défense des droits de l'homme, c'est leur rôle. On n'a pas besoin d'aller prendre l'enfant de Jacques ou de Pierre pour qu'on dise que la démocratie... Redorer son blason de laboratoire démocratique en Afrique de l'Ouest, possible encore pour le Bénin? Bon, ça va être une épreuve dure. Ce ne serait pas facile, parce que le peuple ne fait pas du tout confiance à ceux qui sont là. Moi, je ne fais pas confiance. Ils vont se réclamer être député de quelle zone? Merci à vous, Dieudonné Lokosso, pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Joël Tourbet, votre conclusion? La démocratie béninoise est en souffrance actuellement, et comme je le dis, il revient en tant qu'aux démocrates que nous sommes d'œuvrer à ce que ce Parlement puisse vite disparaître de l'espace démocratique au Bénin. Si nous voulons continuer par vendre la démocratie béninoise à l'extérieur, si nous voulons continuer par nous gargariser de ce que nous sommes dans un pays démocratique, ce Parlement, pour moi,
on doit trouver les mécanismes nécessaires pour l'effacer rapidement, passer un coup d'éponge sur ce Parlement et passer rapidement à autre chose. À défaut, le défi qui s'impose, c'est que ce Parlement doit se lancer dans une quête de recherche de légitimité. Merci à vous, Joël Toubé. Merci également à vous, Dieudonné Lekossou, chers téléspectateurs. Merci d'avoir une fois encore été des nôtres. 100% Bénin pour le numéro du jour. C'est sur Atouro et je vous fausse compagnie sur cette citation du célèbre philosophe qu'on ne cesse de citer, Confucius. Ne déplace une montagne que celui qui sait prendre son mal en patience et qui commence par enlever les petites graines graduellement, mais sans jamais renoncer. Merci de savoir aussi tenir bon et de ne jamais renoncer. Ce fut un plaisir. À demain pour notre plateau de 100% Bénin. Toujours avec la même disponibilité. Au revoir. Merci beaucoup.